Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude du langage Java et nous allons maintenant nous intéresser à l'implémentation d'interfaces. Pour rappel, une interface, c'est comme une classe qui serait 100% abstraite. Elle ne possède que des méthodes abstraites. Alors, petit point de détail, depuis Java 8, cette affirmation n'est plus tout à fait vraie. On peut avoir d'autres types de méthodes que des méthodes abstraites, mais nous reviendrons sur ces détails-là un petit peu plus tard dans un futur tuto. Donc, pour l'heure, pour nous, une interface, c'est un type complètement abstrait. Pour pouvoir comprendre donc les différentes techniques d'implémentation de cette interface, je vous ai préparé un petit exemple de code sur lequel nous allons travailler. Il s'avère que cet exemple de code propose une interface graphique. Alors attention, ne me mélangez pas le concept d'interface objet, qui est un type abstrait, avec la notion d'interface graphique. Deux sujets complètement différents. Il s'avère que dans ce tuto, je mets les deux ensemble. Bon, point de détail. Et donc, nos interfaces, elles vont intervenir au niveau des clics sur mes boutons et de la production de mes gestionnaires d'événements. Alors pour comprendre tout ça, déjà je vais commencer par une petite explication sur le code initial. Alors notez, si vous tapez ce code, vous aurez ici un petit warning. Je l'ai laissé exprès pour vous montrer comment le solutionner. Ce warning n'a aucun impact sur l'exécution de notre programme. Il est relatif à la sérialisation, c'est un cas, une situation qu'on étudiera un petit peu plus tard, et disons qu'aujourd'hui on est hors de ce cadre-là. Bon, néanmoins, si vous voulez vraiment supprimer ce warning, vous cliquez sur la petite ampoule ici, Eclipse a une idée à vous suggérer, et donc il est capable de générer un serial version ID. Bon, je ne vais pas plus loin dans les explications sur cette information-là, je voulais juste vous montrer comment enlever ce warning. Ce qui est ici, c'est hors sujet. Donc, on a une classe, elle s'appelle example0. On verra, je vais encoder plusieurs exemples, et donc à chaque fois, je repartirai de cet exemple-là et je ferai des modifications. Très bien. Cette classe, elle est en JFrame. Alors, JFrame, c'est quoi? C'est la classe qui permet de représenter une fenêtre en Java. Regardez, je relance l'application, elle est là, elle tourne. Ma JFrame, c'est mon cadre qui contient mes composants graphiques. Très bien, regardez un petit peu plus bas, j'ai un main. Qu'est-ce que fait ce main? Il cherche simplement à instancier un objet à partir de ma classe. Donc dit autrement, il produit une fenêtre graphique. Donc du coup, lorsque j'invoque ici le constructeur, on se retrouve à ce niveau-là. Et donc ici, vous voyez, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on appelle le constructeur parent. Donc j'appelle le constructeur de ma classe mère JFrame en lui passant un paramètre. Si ici, vous faites CTRL SHIFT espace, vous avez la liste de toutes les signatures de tous les constructeurs auxquels vous avez le droit. Il en existe un certain nombre. Bon, dans tous les cas, on peut prendre un title en paramètre. L'étape d'après, l'étape d'après consiste à faire un set default close operation. Ça sert à quoi? Regardez, je commande cette ligne, j'arrête mon programme, je sauvegarde le fichier bien entendu, et je lance mon interface graphique. Donc ici tout va bien, j'ai mon interface. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe si je clique sur la croix qui est ici? Alors il va falloir regarder ce qui se passe au niveau de la fenêtre, mais il va falloir aussi regarder ce qui se passe au niveau du carré rouge. Le carré rouge il me dit que ma JVM est en train de tourner. Si vous voulez, j'ai fermé mon interface graphique, mais pour autant, mon processus, ma JVM, elle est toujours là. Pourquoi? Parce que techniquement, je peux la retrouver, cette fenêtre. Par défaut, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une action par défaut sur le clic au niveau du bouton Close, et par défaut, c'est du Hide on Close, c'est-à-dire que la fenêtre, elle est juste cachée, mais elle est toujours existante. Et donc, tant qu'il me reste une JFrame qui est encore active au niveau du système graphique, même si elle est cachée, le système ne rend pas la main. Là, je change ce comportement par défaut. Donc regardez, je sauvegarde ma modification, je tue l'exemple précédent, je relance mon programme. J'ai toujours mon interface graphique. Je clique sur la croix, regardez bien ce qui va se passer au niveau du carré rouge. Je clique. Au bout d'une seconde, l'application a rendu la main. Donc qu'est-ce que je cherche à faire au close? Je cherche à libérer. Dispose, là, c'est pour libérer ma fenêtre. Et comme c'était la dernière JFrame, c'est pas que ce soit la dernière, c'était surtout l'unique JFrame de mon programme, du coup, le processus rend la main.
Très bien, donc n'oubliez pas ça, sinon ce qui va se passer, regardez, je vous fais voir ce qui peut vous arriver. Je recommande cette ligne-là. Et donc si vous n'y prenez garde, vous allez lancer une fois l'interface. Vous allez cliquer, vous allez faire des modifications au niveau du code. Vous n'avez pas forcément vu que le programme tournait. Vous allez me relancer une deuxième JVM. Vous la fermez, vous en relancez une autre. Vous la fermez, vous en relancez pourquoi pas une quatrième. On ferme. Là, on pense que tout va bien. Sauf que si on prend le gestionnaire de tâches, il s'avère que techniquement, j'ai des JVM qui sont en train de tourner. Regardez, elles sont là. Ces JVM, ce sont mes fenêtres graphiques. D'accord ? On les retrouve au niveau d'Eclipse. Regardez, cette petite icône là, ça représente la console qui est ici. Dès lors qu'il y a de la couleur, dès lors qu'il n'est pas gris, ça veut dire qu'en vérité, il y a plusieurs consoles. Et donc, ce que je vois bien, c'est que j'ai 4 processus qui sont en train de tourner. Regardez, je reviens sur cette fenêtre-là, je clique sur Terminate, ce processus est terminé. Donc, j'ai une JVM qui vient de rendre la main. Si je reprends mon gestionnaire de tâches, normalement, il n'y en a plus que 3 qui tournent. Voilà, donc là, je vois mes 3 JVM. Pour autant, regardez, je reclique sur la petite flèche, j'ai bien encore donc ces 3 fenêtres-là. Celle-ci, elle est terminée, ok, mais celle-ci, elle tourne. Je change encore de fenêtre, celle-ci, elle tourne encore. Et là, elle tourne encore. Très bien. Donc, si vous voulez éviter de vous retrouver avec 50 fenêtres en mémoire, mais qui servent à rien et qui vous prennent de la mémoire pour rien, quand vous fermez votre fenêtre, vous libérez les ressources. Allez, ça c'était un petit point de détail, ok, on l'a bien compris. Maintenant la suite. Alors je vais commencer par les 3 dernières lignes. Les 3 dernières lignes, ça fait un changement de taille. Alors ça c'est une méthode utilitaire. J'aurais pu l'écrire différemment. J'aurais pu écrire this.setSize. Et il s'avère que comme on a un langage orienté objet, tout est objet. Et donc en vérité, le setSize, ce qu'il veut, c'est un objet de type dimension. Jusqu'à présent, dans les tutos précédents, je vous ai toujours fait voir des setters avec un seul paramètre. Le vrai setter, en vérité, c'est lui. Là, j'ai fait CTRL-SHIFT-O pour insérer les imports. Très bien, donc les imports ont été insérés. Parfait. Donc ici, je peux faire un setSize avec un nouvel objet de dimension. Donc une taille, c'est une instance de type dimension. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a de la surcharge. C'est-à-dire que j'ai plusieurs fois la même méthode au niveau de la même classe, mais définie avec des signatures différentes. Attention à ne pas confondre la surcharge avec la redéfinition de méthode, les overrides. C'est 2 choses différentes. Donc là, le setSize, j'en ai 2. J'en ai une version avec un paramètre et une version avec 2 entiers. Vous comprenez bien que ce setSize, en vérité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rappeler celui-ci en faisant l'instanciation de l'objet dimension. Bon, du coup, on est tous d'accord, c'est plus simple à écrire. Allez, donc je conserverai cette forme-là, même si c'est une forme utilitaire. Très bien. Après, nous avons un setLocation. Alors, si j'invoque setLocation tout court, ça me permet de fixer un point. Il y a une classe point qui représente un point à l'écran. Donc, je peux faire un setLocation en newPoint 00. Dans ce cas-là, ma fenêtre apparaîtrait en haut à gauche de mon écran. Si jamais je fais un setLocation relative to, je demande à centrer ma fenêtre par rapport à son parent. Ici, ce que je dois passer, normalement, c'est son parent. Regardez, je dois passer un composant graphique. Sauf que là, j'en ai pas, c'est mon premier composant graphique, c'est ma première JFrame. Donc le parent, j'ai mis nul. Ça veut dire quoi de faire un setLocation relative to nul? Ça veut simplement dire on centre la fenêtre par rapport au desktop. Et c'est la bonne façon de faire. Vous embêtez pas à calculer les positions en dur, parce que si quelqu'un a des résolutions différentes de la résolution de votre écran, du coup on ne sera pas parfaitement centré. Là, je ne cherche pas à savoir quelle est la résolution. Je me centre par rapport à l'écran. Donc ça, c'est la bonne façon de faire. Regardez, je commente un setLocation relative to, ma fenêtre, elle apparaît par défaut en 00. Très bien. Et la dernière ligne est importante aussi, parce que quand vous créez une fenêtre, quand vous faites un new là, sur une instance de type JFrame, par défaut, la fenêtre est cachée. Regardez, là, je lance mon programme. Il a rendu la main de suite parce qu'il a créé un objet, mais comme il n'a jamais été affiché,
il n'est jamais rentré dans l'état actif, si vous voulez, donc il n'y a pas d'interface graphique, donc la JVM rend la main. Donc il ne faut pas oublier, quand on a fini de préparer notre interface graphique, de dire cette fenêtre, je la rends visible. Donc avec un set visible true. Bon, ça c'est très bien, donc ça permet d'avoir notre fenêtre avec une certaine taille, centrée, visible, et si jamais on clique sur la croix, ça sort proprement. Donc jusque-là, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Regardez, au niveau de ma fenêtre, j'ai envie d'avoir 3 boutons. Bon, il s'avère que là, j'ai fait en sorte que si jamais je change la taille de la fenêtre, que les boutons soient centrés par rapport à cette fenêtre. Si jamais je réduis un petit peu trop la taille de ma fenêtre, j'ai fait en sorte que les prochains éléments qui ne peuvent plus s'afficher à la suite passent sur la ligne suivante. Très bien. Bon, pour ce faire, j'ai créé ici 3 boutons. Donc ce sont des instances de type JButton. Il y en a un qui s'appelle ClickMe, un autre qui s'appelle PushMe et un dernier qui s'appelle ActivateMe. Pourquoi pas? Maintenant, regardez. Ma fenêtre, en vérité, elle a différents espaces dans lesquels je peux insérer des choses. Elle a 2 espaces principaux. Elle a un espace pour une éventuelle barre de menu et elle a le Content Pane. Le Content Pane, c'est la zone centrale de ma fenêtre. Regardez, je relance ma fenêtre. Le Content Pane, il part de là à là. Alors, il aurait pu partir un petit peu plus bas si j'avais eu une barre de menu au-dessus, mais je n'ai pas de barre de menu. D'accord? Et dans mon Content Pane, normalement, je suis censé placer des composants graphiques. Sauf que, regardez, je commande cette ligne, et là, je lance mon programme. Là, j'ai mes boutons, sauf qu'il y a une stratégie de positionnement. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cette stratégie, elle est bizarre parce qu'elle a fait en sorte que les éléments soient les uns par-dessus les autres, si vous voulez. Le dernier a pris la place des 2 précédents. Et donc, ça occupe 100% de ma fenêtre. C'est pas tip top, pour pouvoir cliquer sur mes différents boutons, ça va plutôt m'embêter. J'aurais pu choisir de ne pas avoir de stratégie de placement. Dans ce cas-là, je faisais un Content Pane, .setLayout, et là j'y passais nul. Bon, il faut savoir qu'on a un petit pépin parce qu'en l'absence de stratégie de positionnement, mes boutons sont positionnés tous par défaut en 0, 0, et ils ont une taille de 0 par 0. Du coup, si j'essaye de voir un quelconque bouton, ils sont tous là avec une superficie de 0 pixels. Donc, on ne voit pas grand-chose. Donc, en l'absence de cette stratégie-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre mes boutons un par un. Là, je vais prendre ClickMe. Et je devrais normalement faire un set bounds. Ça me permet de traiter à la fois la location et la size. D'accord? Et pourquoi pas, je me place en 10-10. Je laisse une petite marge. Et lui, il va faire 120 pixels par 30. Pourquoi pas? Comme j'ai fixé des bounds, des bornes sur mon bouton, maintenant celui-ci apparaît. Mais les 2 autres, ils sont toujours là. D'accord? Regardez, maintenant, je change un petit peu. Je mets 300 ici. Je relance mon interface graphique. Qu'est-ce qui se passe si je retaille la fenêtre? Comme il est positionné au pixel près en dur, si jamais je retaille trop ma fenêtre, il y a des chances pour que je ne puisse plus voir certains éléments de mon interface graphique. Donc ce n'est pas une bonne idée non plus de voir du positionnement fixe. Alors après, je ne dis pas que vous ne pourriez pas changer sous certaines conditions les positions de vos éléments, mais ça veut dire que c'est à vous d'avoir tout un ensemble de calculs de repositionnement des composants graphiques. Ça va vous coûter très cher en ligne de code. Donc le mieux, c'est d'avoir une stratégie de positionnement. Regardez, j'enlève cette ligne-là, j'enlève mon set layout à nul, et à la place, je mets un Content Pane .setLayout. Donc je change ma stratégie de positionnement et je prends une stratégie de positionnement de type Flow Layout. Flow Layout, alors toujours pareil, faites CTRL espace quand vous avez fini de taper Flow Layout pour faire les imports. N'oubliez pas qu'il vous faut les imports. D'accord, bon là il me reste dimension. Au pire on l'enlève. Très bien. Donc du coup, je fixe un flow layout et le but de flow layout, c'est de mettre les éléments en ligne jusqu'à saturation de la ligne courante. Maintenant, je prends mon Content Pane qui a sa stratégie de type flow layout et dans ce Content Pane, j'y ajoute mes 3 boutons.
Donc on en arrive à l'exemple que je vous ai présenté depuis le début. On a bien nos 3 boutons à l'intérieur de notre fenêtre. Bon, il faut savoir que là, la librairie que je vous ai présentée, c'est la librairie Swing, qui permet de faire donc des interfaces graphiques. Plus tard, je produirai un ensemble de tutos sur ce sujet-là. D'accord ? Aujourd'hui, c'est pas mon principal débat. D'accord ? Je l'ai présenté rapidement pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe au niveau de ces quelques lignes de code, mais ce n'est pas le sujet principal. Mon sujet principal, c'est l'implémentation d'interfaces. Revenons au vif du sujet. Et en quoi cet exemple va m'aider à implémenter des interfaces ? C'est par rapport à la gestion des événements que Java me fournit. Pour le moment, quand je clique sur mes boutons, il ne se passe strictement rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des actions qui soient faites à chaque fois qu'on ait cliqué sur un bouton. Pourquoi pas, si je clique sur un bouton, je change la couleur d'un autre, ou je change le titre de la fenêtre, ou bien j'écris quelque chose sur la console. Pourquoi pas ? D'accord ? Et donc, on va essayer de bien comprendre comment ça marche. Et devinez, c'est basé sur cette notion d'interface. Alors regardez, pour comprendre ça, le mieux, c'est de prendre la Javadoc. Donc regardez, je viens ici, je tape Javadoc SE. Alors pour le moment, il faut savoir que depuis quelques jours, là, depuis que j'ai préparé ce tuto, il y a quelques jours, Java 9 est sorti. Pour autant, il n'est pas encore bien indexé au niveau de Google. En tout cas, j'ai du mal à le trouver directement. Donc je préfère procéder comme ça. Je demande la Javadoc pour la version précédente. J'ai un lien direct qui est ici. Et du coup, j'ai plus qu'à changer la version pour laquelle je veux ma Javadoc. Je pense que ça, d'ici quelques jours, ce sera réglé et on pourra directement demander la Javadoc en version 9. Google devrait la trouver rapidement. Personnellement, j'aime bien utiliser une vue en frame. Ici, vous avez ce qu'on appelle les modules. C'est une nouveauté Java 9. Je vais passer ces modules et me placer en visualisation package. Et donc ici, j'ai tous les packages sur lesquels je travaille. Très bien. Maintenant, regardez. Je prends mon bouton ici. Si je tape btn click.me, j'ai accès à une méthode. C'est la première qui vous est proposée. C'est un add action listener. Elle prend quoi en paramètre? Elle prend un objet de type action listener. Ce action listener, c'est quelque chose qui est dans java.awt.event. Je vais voir. Donc ici, java.awt.event. Et donc, en tête de ce pactage, vous retrouvez effectivement tout un ensemble d'interfaces. Alors, je vous ai dit qu'on faisait du swing au niveau de l'interface graphique, c'est vrai. Regardez bien ici, j'ai du javax.swing, mais il faut savoir que swing s'appuie sur l'AWT, d'où le fait qu'on ait une dualité ici dans les systèmes de packaging. Bon, très bien, momentanément, je travaille à ce niveau-là. Et donc ici, on a tout un ensemble d'interfaces. La première interface qui m'est proposée, c'est juste celle qui m'intéresse, donc c'est parfait, c'est Action Listener. Donc on a bien une interface qui propose donc une méthode. La méthode, elle est abstraite et elle s'appelle Action Performed. En gros, pour faire simple, quand vous allez cliquer sur un bouton, pour peu que sur ce bouton on ait enregistré un écouteur, un listener, donc on ait enregistré une instance qui implémente l'interface associée à ce listener. L'interface, ici, pour le clic sur le bouton, c'est Action Listener. Si on implémente cette interface et si l'objet qu'on obtient, on l'inscrit comme étant un écouteur du bouton, dès lors que vous allez cliquer sur le bouton, l'implémentation de Action Performed que vous aurez fournie sera invoquée. Du coup, je vais faire un petit essai. Alors, rappelez-vous, j'en ai parlé rapidement dans le tuto précédent, mais j'y reviens. Si on implémente une interface, on n'utilise plus le mot-clé extends. Extends, c'est de l'héritage et vous n'avez droit d'hériter que d'une seule et unique classe. Par contre, vous pouvez implémenter autant d'interfaces que vous le souhaitez. Ici, je vais implémenter Action Listener, qui est l'interface qui va me permettre de réagir au clic sur mes boutons. Très bien. Du coup, je suis en erreur. C'est normal, c'est les mêmes messages d'erreur qu'on avait pu avoir précédemment quand on avait parlé de méthode abstraite. Action Listener ayant une méthode abstraite, soit j'implémente cette méthode abstraite. Vous avez un petit raccourci ici qui vous permet de le faire. Soit vous dites que la classe est elle-même abstraite.
C'est la deuxième proposition qui vous est faite ici. Bon, nous, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, c'est ajouter les méthodes manquantes. Il n'y en a qu'une. Elle s'appelle ActionPerformed. Bon, notez, on a bien le override qui a été généré. Je la remets au-dessus pour garder ces exemples de code sur le même écran. Le main est secondaire pour moi. Donc très bien. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un système.out. Regardez, là, je fais 6O, contrôle espace. Et donc, ça me génère un système.out.println. Je vais afficher quoi? Bouton. Excusez-moi. Voilà. Donc, button click me. Clicked. Voilà, parfait. Allez, là, je fais juste ça pour qu'on délimite bien le nom du bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma fenêtre, par implémentation d'interface, c'est un listener, c'est un action listener. Il est compatible avec ce type. D'accord? Donc, mon écouteur, c'est la fenêtre. Maintenant, sur le bouton, je fais quoi? J'enregistre un écouteur de type action listener, lequel saisit ça, c'est la fenêtre. Alors il faut savoir que sur un bouton, vous pouvez avoir autant d'écouteurs que vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer autant d'instances de type Action Listener que vous le souhaitez. On est bien d'accord, si là je refais CTRL SHIFT espace, le Add Action Listener qui m'a été produit attend en paramètre un Action Listener. This implémentant cette interface, donc l'objet de fenêtre, est bien un Action Listener. Donc, il peut être ajouté. Si vous avez oublié de mettre le implements, bon, déjà on a une erreur à cause du override parce qu'on override plus rien, mais même si vous fournissez la méthode attendue, notez que là ça ne marche pas. Là il vous dit quoi? Il vous dit qu'un exemple 0 n'est pas compatible avec le type Action Listener. Il n'y a pas de polymorphisme entre ce qui est attendu et ce que vous fournissez. Il n'y a pas de lien d'héritage, il n'y a pas de lien d'implémentation d'interface. Donc du coup, très bien. Je remets mon implements. Si jamais vous vous êtes trompé sur un nom de méthode, du coup, comme on n'implémente pas la méthode abstraite, il y a une erreur de compilation ici. Si vous voulez, tout est vérifié par la compilation. Comme il y a un contrat qui est fort, le contrat c'est l'interface. Si j'enregistre pas quelque chose qui est compatible avec ce contrat, si je peux me permettre cette terminologie, ou si je fournis pas le contrat attendu, en gros, ça ne compile pas. Donc, je suis obligé de bien respecter la règle. Allez, je remets mon code parfaitement et on va tester cette première solution. Alors, j'ai fait une petite bêtise, parce que je ne voulais pas tout à fait procéder comme ça. Ce que je voulais, c'était garder l'exemple 0 tel qu'il était à l'origine et avoir des petites variations. Donc là, j'ai mon exemple 1, c'est celui sur lequel je travaille. Voilà, et du coup, je reviens au niveau de l'exemple 0 sur le code initial. Je m'en resservirai dans quelques minutes. Bon, ça c'était un petit oubli par rapport à ce que je m'étais fixé comme technique de travail, donc impeccable. Ça, je garde, c'est exemple 0, c'est l'exemple nominal sans gestionnaire d'événements. Là, avec ma première technique, je viens d'implémenter donc l'interface en question. Vérifions si ça marche correctement. Tiens, j'ai mon interface. J'appuie, alors regardez, je vais revenir ici en double-cliquant sur le bandeau, là ça revient en mode normal. Quand je double-clique ici, ça passe en plein écran. Quand je double-clique une nouvelle fois, ça revient en mode normal. Très bien, je clique sur Click Me. Bon, j'ai bien mon gestionnaire d'événements qui a déclenché. Ma fenêtre écoute le bouton Click Me, donc je clique dessus, je déclenche le code associé. Par contre, j'ai rien dit pour les deux autres boutons, donc quand je clique, il ne se passe rien. Par contre, je peux cliquer autant de fois que je le veux sur BTN Click Me. Alors, c'est pas mal, ça marche bien, ça compile. Pour autant, ce n'est pas forcément la meilleure des techniques. Je m'explique. Là, pour le moment, j'ai enregistré mon écouteur sur un seul bouton. Mais avec cette technique, d'accord, comme le listener, comme l'écouteur, c'est la fenêtre, si j'ai 3 boutons, ça risque d'être la même fenêtre qui va écouter les 3 boutons. Et du coup, ici, comment je sais si c'est ce bouton-là qui a été cliqué, ce bouton-là ou ce bouton-là?
bah là, il va falloir trouver des mécanismes pour s'en sortir. Regardez, je vous propose une première technique. Bah, si je regarde bien ici, j'ai un objet E. Allez, je vais l'appeler event. C'est mon action event qui est ici. Bah, sur cet event, d'accord, bah, je peux récupérer un getSource. GetSource, ça me renvoie quelque chose qui est typé object. C'est l'objet ayant émis l'événement. D'accord, vous voyez, getSource me renvoie un objet. Maintenant, moi, je sais que c'est pas n'importe quoi. C'est quoi l'objet qui a émis l'événement? Bah, c'est le bouton. Donc si là, je recaste en JButton, j'ai bien mon bouton. Maintenant, si je veux récupérer le texte du bouton, je peux m'amuser à faire ça. Bon, voilà une première technique qui me permettrait d'avoir un message adapté au bouton sur lequel on a travaillé. Mais ça veut dire que je fais à chaque fois le même traitement. Si par contre je dois faire des choses différentes, dans ce cas-là, je vais plutôt opter pour une autre solution. Je vais faire un switch. Un switch sur quoi? Sur event.getSource. Ah non, le switch, je ne peux pas le faire, je dis une bêtise. Je vais faire un if, voilà. Et donc, si event.getSource, si c'est égal, btn click.me, eh bien pourquoi pas, je fais ici une action. Et donc, bouton 1, cliquez. Allez, click.me, cliquez. Else, là je vais faire une autre condition. Je vais aller vérifier avec un autre bouton. Ça, ce sera push.me, pourquoi pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais si j'ai cliqué sur push.me? Sur this c'est qui? C'est l'instance de type JFrame, c'est la fenêtre. Je peux changer un set title et je fais clic. Donc là, on a des traitements qui sont bien différents en fonction du bouton sur lequel on aura cliqué. Regardez, je teste cette variante. Ici, j'ai bien un bouton click.me cliqué, impeccable. Si je clique ici, j'ai bien changé mon title au niveau de ma fenêtre. Donc avec cette technique, vous allez pouvoir tester le bouton sur lequel vous avez cliqué. Alors juste une petite parenthèse, j'ai pas fait un equals, j'ai fait un égal. N'oubliez pas, sur des objets, égal, c'est comparaison de pointeurs, mais là tout va bien. D'accord? De toute façon, j'ai 3 objets distincts. Donc moi, si je veux savoir si c'est cet objet-là ou cet objet-là. Donc comparer les adresses mémoire en faisant des égal, ça va être la manière la plus efficace qui soit. D'accord? Ce sera en tout cas plus efficace que de faire un equals classique. Très bien. Bon, du coup, sur cette technique, il y a un défaut. Le défaut, c'est que si j'imagine avoir une application aussi complexe que Eclipse qui est ici, techniquement parlant, il faut savoir que les éléments de menu ici, on gère les événements de la même manière qu'un bouton, c'est-à-dire qu'on enregistre des action listeners et donc on doit fournir des action performed. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez des dizaines, voire des centaines d'éléments de menu sur lesquels vous allez vouloir intercepter des événements, vous risquez ici d'avoir un code qui va être phénoménal. Le nombre de tests à faire va être juste phénoménal et vous n'obtiendrez pas un code très lisible et très maintenable. Donc, du point de vue de la maintenabilité du code, c'est pas dit que la solution que je viens de vous proposer ici soit la meilleure si vous avez plusieurs boutons. Maintenant, si vous avez une interface sur laquelle il y a 2 boutons, faire quelque chose de ce type-là, ça peut largement suffire. D'accord? Donc, voici une première solution qui m'a permis d'implémenter une interface, d'accord, et d'avoir un code centralisé sur une méthode portée par mon instance de fenêtre. Très bien. Bon, du coup, je clôt ce petit exemple. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une deuxième façon de procéder. Regardez, je copie mon exemple 0, CTRL-C, CTRL-V, je l'appelle exemple 2. Si vous préférez, plutôt que de mettre des chiffres, vous pouvez mettre implémentation sur, exemple, listener on JFrame, listener as single classes, et ainsi de suite, vous mettez des noms quelconques. Et donc ici, comme je viens de légèrement le laisser sous-entendre, mon listener, ça va être une autre classe que je vais externaliser. Regardez, je vais faire ici une nouvelle classe. Je vais l'appeler myListener.
Allez, non, peut-être pas MyListener, je vais l'appeler BTN. Ce sera mieux. Click Me, Listener. Très bien. Cette classe, bon, bah, bien entendu, elle implémente Action Listener. Et donc, elle fournit, là, j'ai qu'à faire CTRL espace. Hein, regardez, quand vous voulez vous-même implémenter la méthode, si vous ne voulez pas cliquer sur les icônes, vous faites CTRL espace. Et là, vous retrouvez les méthodes abstraites. Donc, si je veux implémenter cette méthode, ben voilà qui est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce listener, si vous voulez, bah, il sera directement associé à BTN Click Me. L'idée, c'est de ne plus avoir à faire le test comme précédemment. Ici, on était obligé de savoir sur qui on avait cliqué. Ce que je vais faire là, c'est avoir autant de classes de listener que de boutons. Donc ça, c'est le gestionnaire d'événements de mon premier bouton. Et donc ici, bah, je fais une action pour mon premier bouton. System.out.println. Et donc, Click Me. Du coup, si j'ai fait ça, bah, c'est une instance de ce type-là qu'il va falloir enregistrer au niveau du bouton. Donc regardez, je reviens ici, et là je fais btn click me, et je fais un add action listener. J'enregistre quoi? Une nouvelle instance de type btn click me listener. Du coup, c'est plus ma classe qui implémente l'interface, c'est plus ma fenêtre. L'interface est implémentée dans une classe autonome. Ici, bah, j'ai plus qu'à enregistrer une instance de cette classe-là. Ce qui veut dire que si jamais je veux un gestionnaire d'événements pour un second bouton, bah, il me suffit de reproduire la manip en mettant le code adapté à ce bouton-là. Regardez, je viens ici, je fais une nouvelle classe, je l'appelle btn push me listener. Très bien, j'implémente l'interface attendue. Je fournis la méthode abstraite. Bon là, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas remis l'override, mais je vais le retaper pour plus de lisibilité. Parfait, donc là j'ai mon action performed. Oui, je ne sais pas comment j'ai procédé, mais là il m'a même mis ça sans faire les imports. Je préfère autant avoir les imports classiques. Voilà. Et donc à ce niveau-là, il ne me reste plus qu'à faire un code dédié à ce bouton. Je teste mon application. Vous avez vu, je ne veux pas redémarrer les exemples précédents. Donc pour ne pas avoir à redémarrer les exemples précédents, au passage j'avais oublié de terminer quelques fenêtres. Donc je reviens ici et donc je clique bouton droit sur cette classe et c'est elle que je lance en tant que main. Très bien. Ici, click me. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. Autant pour moi, je suis sûr que vous suiviez et que vous aviez vu mon petit oubli. Bon, personnellement, je corrige la chose. Et donc, voilà, j'ai l'enregistrement de mon écouteur au sein de mon bouton. Bon, click me et push me. Très bien. Alors, du point de vue de la maintenabilité du code, peut-être que vous allez trouver que cette technique-là est meilleure que la précédente. Parce qu'on a bien un bout de code spécifique à chaque gestionnaire. On n'a pas besoin de faire des if pour savoir si on a cliqué sur un élément ou sur un autre. C'est plus propre. Rajouter un gestionnaire d'événements consiste juste à rajouter une petite classe, à faire bien entendu l'enregistrement, mais on n'a pas besoin de retoucher le reste. Pour autant, il y a un petit défaut. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, ce que je cherchais à faire, c'était de modifier le titre de ma fenêtre. Regardez, je relance l'exemple précédent, Run As. Quand je cliquais ici, je modifiais le titre de ma fenêtre. Là, je suis bien embêté, parce que là, je suis dans une classe autonome. Donc du coup, je ne vois pas les membres de la classe exemple 2. Donc du coup, je n'ai pas accès directement au bouton. Comment ici récupérer un autre bouton ou comment ici récupérer ma fenêtre? Alors c'est faisable, techniquement parlant, il n'y a pas trop de difficultés, on peut arriver à le faire. Mais c'est un petit peu plus complexe. Regardez, j'appelle encore une fois mon paramètre event. Sur mon événement, je vais faire un getSource. Ça me renvoie quoi? Ça me renvoie le bouton qui a été cliqué, d'accord? Bon, comme il est typé object, comme tout à l'heure, je suis obligé de faire un cast pour lui rappeler que, ok,
J'ai bien la source de mon événement, mais c'est plus précisément un type JButton. Donc ça, c'est parfait. J'ai fait CTRL-SHIFT-O pour insérer les imports automatiquement. Hein. Regardez, je le refais devant vous. Si je supprime là les imports, mon code ne compile plus. Si je fais CTRL-SHIFT-O, automatiquement, il me rajoute les imports manquants. D'accord ? Vous retrouvez à ce niveau-là le raccourci clavier pour réorganiser les imports. Très bien, donc là j'ai mon bouton. Pour autant, j'ai le bouton sur lequel j'ai cliqué. Je n'ai pas un autre bouton où je n'ai pas la fenêtre. Donc du coup, après, qu'est-ce que je peux faire ? Sur un bouton, je peux récupérer... Alors, je dis sur un bouton, mais en vérité, c'est sur n'importe quoi qui est un objet graphique. Je peux récupérer son top level ancestor. Ça me renvoie le composant graphique qui me contient. Qui c'est qui me contient ? Au plus haut niveau, hein, au top level. Hein. Ce n'est pas le parent immédiat, c'est le parent au plus haut. Le parent au plus haut, c'est qui ? C'est ma JFrame. Alors ma JFrame, elle est typée comment ? Elle est typée example 2. Sauf que là, ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas ? Parce que getTopLevelAncestor me renvoie quelque chose qui est typé container. Donc il faut que je lui dise, oui, mais fais-moi confiance, je sais pertinemment que ce conteneur, il est plus précisément de type example 2. On est bien d'accord, hein, une JFrame dérive de container. Regardez ça, je me permets de vous le valider avec la Javadoc. Je vais dans javax.swing. Très bien. Je cherche un JButton. Un JButton, c'est un conteneur. Pourquoi ? Parce qu'il peut avoir un label et une image. Mais c'est aussi un composant graphique. Donc ça, c'est pour le bouton. Et la JFrame, c'était la classe sur laquelle on était en train de discuter, elle aussi c'est un conteneur. Pourquoi ? Parce que dans ma JFrame, je peux mettre autant d'éléments que je le souhaite, et là j'y ai mis 3 boutons. Donc c'est un conteneur d'éléments graphiques. D'accord ? Donc en faisant mon getTopLevelAncestor, je récupère quelque chose typé container, et je lui rappelle plus précisément qu'il est de type ma classe à moi, hein, qui dérive de JFrame. Parfait. Maintenant que j'ai ma fenêtre, je peux faire un setTitle, par exemple. Clic. On va vérifier si ça marche, mais vous avez vu, du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour obtenir le pointeur sur ma fenêtre. Alors que tout à l'heure, il suffisait de faire this.setTitle. Hein. Regardez, je vous rappelle l'exemple de tout à l'heure. On avait accès directement à la fenêtre, parce que l'écouteur était la fenêtre. Là, l'écouteur est une simple classe, donc il faut qu'elle aille chercher la fenêtre. Bon, pour autant, ça a marché. Là où je pourrais encore être un petit peu embêté, c'est si au niveau de cette fenêtre, j'avais voulu avoir une action. Excusez-moi, frame. Si j'avais voulu avoir une action sur le BTN ActivateMe. Là, il ne me propose rien. Tiens, pourquoi ? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez fait à ce niveau-là. Et moi, à ce niveau-là, mes boutons, je les ai mis private. Si je veux y avoir accès, ça veut dire que du coup, je suis obligé de changer la visibilité parce que c'est une autre classe. Et donc, j'ouvre éventuellement à tout le monde, en tout cas si je mets public, l'accès à mon bouton. Regardez, je reviens ici. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Si je fais CTRL espace, là, il me trouve. Donc, du coup, je peux faire un set texte de hello. Ou toute autre méthode que vous auriez aimé invoquer sur votre composant graphique. Par exemple, regardez, là, je fais un color.red. Je vais changer la couleur du texte. Quand je vais cliquer sur le bouton du milieu, le bouton de droite, ah non, c'est autant pour moi. Je me trompe, mais c'est foreground. Voilà. Et donc, regardez, je relance mon application, je clique ici, là, le texte est passé en rouge. Donc, peut-être que cette seconde technique est un petit peu mieux du point de vue de la maintenabilité, mais bien que ça va être sacrément plus complexe d'accéder aux autres éléments de l'interface graphique parce qu'on est en dehors de la classe qui est le point d'entrée sur notre fenêtre. Bon, dans tous les cas, c'était légal. Ici, j'ai implémenté une classe, j'ai codé une classe qui implémentait cette interface. Très bien. Allez, je ferme ces codes-là. Et du coup, bonne nouvelle, j'ai une troisième technique à vous proposer. Je vais l'appeler exemple 3. Parfait, on va l'éditer.
Et donc, on va faire à peu près la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Je dis bien à peu près. Sauf que, alors, dans l'exemple précédent, la classe que j'avais codée, j'aurais pu la coder ici. Dans ce cas-là, j'avais ce qu'on aurait appelé ici une classe privée. Ça veut dire que seul ce fichier y aurait eu accès. Bon, pourquoi pas? C'est une possibilité. Vous auriez pu l'utiliser. Dans tous les cas, si ma classe avait été à ce niveau-là, j'aurais eu la même difficulté qu'à ce niveau. C'est comme c'était une autre classe, bah, je n'aurais pas facilement accédé à ma frame. Attention, une classe privée, hein, il ne faut pas remettre public. Hein. Une classe privée, vous mettez directement le nom de la classe. Regardez, je le fais pour le troisième bouton. Je fais une petite parenthèse, je reviens sur l'exemple 3 dans quelques minutes. Je vous montre quand même ici un exemple de classe privée. Bah, ici, je peux faire un classe activate, quoi, btn, activate me listener. Bon, bah, bien entendu, qui implémente hein, action listener. Du coup, je fournis la méthode attendue. C'est action listener, action performed, excusez-moi. Impeccable. Et là, ben, histoire de vérifier si tout va bien, je fais un system.out.println troisième. Voilà. C'est quand je cliquerai sur mon troisième bouton. Du coup, bien entendu, hein, ici, il faut que je pense à faire l'enregistrement sur btn activate me de mon listener, donc qui est un btn activate me listener. D'accord? Sur mon bouton, j'enregistre une instance de cette classe-là. Regardez, si je m'arrête là, donc ça marche. Mais pour autant, cette classe, elle est très très similaire à celle-ci. C'est-à-dire qu'elle est en dehors de mon exemple 2, excusez-moi, et donc ça veut dire que ici, bah, si jamais je veux accéder à ma fenêtre, si je veux accéder à btn activate me, là j'ai accès à la classe d'écoute, mais le composant, je ne l'ai pas. J'ai accès à uniquement ce qui est spécifique au listener. D'accord? Donc du coup, on serait obligé de repartir sur exactement les mêmes codes hein, à ce niveau-là que ce qu'on avait fait à ce niveau-là. Voilà, et là je mets un clic 2. J'appelle ça event, pourquoi pas. Très bien. Allez, je relance pour la dernière fois cet exemple 2. Et donc ici, bah, j'ai bien modifié le titre de ma fenêtre. Donc c'est pas mal, mais pour autant on a la difficulté qu'on a du mal à choper les éléments qui sont définis dans l'interface graphique à ce niveau. Ben, donc d'où ma troisième proposition. Et donc ma troisième proposition, au lieu de déclarer la classe ici, ben, je vais la déclarer là, c'est-à-dire avant l'accolade fermante. Je peux la mettre avec la visibilité que je veux. Si je pars du principe que ce gestionnaire d'événements n'a accès que et uniquement que n'est accessible que uniquement que dans ce fichier, je peux mettre ma classe privée. Cette classe, je vais l'appeler btn clickme listener. Alors 2, parce que j'en ai déjà une hein, de classe btn clickme listener. Allez, je ne vais pas l'appeler 2, je vais l'appeler inner. Ça, c'est très bien. Et donc, elle va bien entendu implémenter action listener. Bon, ben, en tant que telle, elle devra bien entendu fournir un action performed. Alors cette chose-là que je suis en train de définir, c'est ce qu'on appelle une classe interne. Une inner class en anglais. Et une inner class, ben, elle a des possibilités intéressantes. Regardez, ici, je vais rajouter un attribut. Je vais l'appeler démo, c'est un entier. Il vaut 10. Ça, c'est un attribut de la classe de fenêtre. Qu'est-ce que je vais faire dans ma classe d'écouteur, ma classe d'événement, de gestion d'événements? Ben, je vais remettre un autre attribut, c'est un entier. Aïe, mince, il s'appelle démo lui aussi. Et lui vaut 2000. Donc cette classe porte un attribut démo, mais le problème c'est que cette classe aussi porte un attribut démo. Notez que pour le moment il n'y a pas d'erreur, il y a un warning parce qu'on me dit que je n'utilise pas ces valeurs, ça c'est normal, je ne les ai pas encore exploitées, mais pour autant il n'y a pas d'erreur. Et maintenant les grandes questions c'est est-ce que d'ici je peux faire un system.out de démo? Bon ben il semblerait que oui.
Et du coup, la question, ok, j'affiche des mots, mais j'affiche lequel? Celui qui est là, et donc la valeur de 1000, ou celui qui est ici, et donc la valeur 10? Ben, regardez, le mieux, c'est de lancer l'exemple hein, pour voir ce qu'il nous propose. Donc pour ce faire, bien entendu, j'enregistre mon écouteur. Hein. Aïe, je me suis trompé d'interface. Non, et je me suis trompé d'élément aussi. Voilà. BTN click me. Et donc je fais un add action listener. Et donc c'est quoi? Ben, c'est un BTN click me listener inner. Donc une instance de la classe que j'ai fournie ici. Allez, on teste. Alors ça c'est l'exemple précédent, autant pour moi. Bouton droit, run as. Bon, bah, il semblerait que l'attribut auquel il ait eu accès, ce soit l'attribut de la classe dans lequel on est. Donc du coup, si je fais this, bah, this étant la classe courante, normalement on ne devrait pas changer grand-chose. Et la question c'est est-ce que oui ou non, je peux avoir accès à cet élément-là? Bah, la réponse est oui. Parce qu'une inner class, ben en vérité, elle n'a pas un this, elle en a deux. Elle a le this, un pointeur vers l'objet courant, le gestionnaire d'événements, mais elle a aussi un pointeur this vers l'objet ayant produit l'instance. Quand j'ai produit ici mon new btn click me listener inner, ben j'étais en train d'exécuter du code qui était associé à cette fenêtre de type example3. Ben ici, si je dis example3 .this, pour dire c'est le this de la classe portante, de la outer class si vous préférez, en opposition avec l'inner class. Et si là je fais démo, bah notez que ça marche. J'ai bien ici récupéré ma valeur 10. Regardez, je commande ces deux lignes-là. Je les laisse, elles sont importantes, c'est elles qui vous montrent les deux syntaxes possibles. Mais je reviens sur cette façon de faire. Ici, bah, je prends le démo le plus proche de moi, celui qui est dans le gestionnaire d'événements. Si par contre, il n'y avait pas eu de conflit, s'il n'y avait eu qu'un démo au niveau parent, il faut savoir que c'est cette syntaxe-là qui va s'appliquer, mais elle va s'appliquer implicitement. Regardez, je relance mon code, je reclique sur btn click me, et là, cette fois-ci, j'affiche 10. Là, il n'y a pas de conflit, il n'y a qu'un seul démo. Donc, bah, s'il ne le trouve pas ici, bah, il va aller le chercher à ce niveau-là. Donc, cette inner class, bah, ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer, c'est qu'elle a accès aux membres du gestionnaire d'événements. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle a aussi accès aux membres de ma fenêtre. Donc, du coup, pour moi, si je veux faire quelque chose de similaire par rapport aux exemples précédents, bah, c'est super facile. Est-ce que dans cette classe-là, qui, pour rappel, hein, implement action listener, est-ce que j'ai un setTitle? Bah, la réponse est non. Donc si ici je fais un setTitle, et si je mets clicked inner, voilà, c'est juste histoire qu'il n'y ait pas de doute, hein, on est bien passé sur ce bout de code-là. Et ben regardez, bon, je ferme un peu mes fenêtres que j'ai peut-être oublié de fermer précédemment. Voilà. Le mieux, c'était à chaque fois que j'ai fini de cliquer sur la croix, mais des fois j'oublie. Et donc regardez, je clique sur mon bouton, ça me ramène dans mon gestionnaire d'événements, et là, ça a fonctionné. J'ai bien le click inner ici, qui s'est invoqué. Alors par contre, attention, je n'ai pas le droit de faire this point, parce que sur la classe de gestionnaire d'événements, je n'ai pas de setTitle. D'accord? Par contre, si je fais setTitle tout court, bah, il va d'abord regarder ici, et s'il ne trouve rien, bah, ce qu'il fait, c'est qu'après, il va voir au niveau portant, au niveau au-dessus, si vous voulez. Et donc, c'est la classe outer sur laquelle il va invoquer le setTitle. Alors, bien entendu, rien ne vous empêche d'être totalement explicite et de bien dire que le setTitle, c'est une méthode qui est membre de l'instance de type exemple3. Et j'insiste à cette syntaxe, vous n'y aurez accès que si vous êtes une inner class. Si vous essayez de me faire ce genre de choses-là dans l'exemple précédent, regarde, bon, la valeur que j'affecte, ce n'est pas le problème, mais j'essaye de modifier cette variable. Ben là, il me dit quoi? Il me dit non, il n'y a pas d'instance qui est enclosing, qui englobe le type
dans lequel je suis. Donc ce n'est pas une inner class, donc la syntaxe n'est pas autorisée. Ok? Très bien. Donc du coup, je ferme exemple 2. C'était bien pour vous montrer que ce n'est possible qu'à partir du moment où je suis une classe qui est définie dans une autre classe. Dans ce cas-là, je suis un inner type et j'ai accès à ça. Ce qui veut dire, tant que j'y suis, que j'ai accès aussi à quoi? J'ai accès aux méthodes, c'est vrai. Cette title, j'y ai accès, mais j'ai aussi accès à mes boutons. Et là, c'est quand même fort, parce que là, du coup, quand je clique sur ClickMe, j'ai accès à PushMe. Et donc, je peux faire un setText quelconque. Et donc, regardez, je relance mon exemple 3, je clique là, j'ai modifié ce bouton. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est une solution, moi, qui commence à bien me plaire, parce que ça me permet d'avoir des toutes petites classes. Il faut comprendre que ces classes-là, ces listeners, en vérité, ils implémentent une interface qui est très basique. Elle n'a qu'une seule méthode. Donc c'est des petites classes d'appoint, d'accord? Et ces petites classes d'appoint, en vérité, elles fournissent qu'une seule et unique méthode. Donc ça me permet presque, si je fais un petit peu d'abstraction au niveau de mon cerveau, là je me dis que ça c'est une méthode. Et du coup je me retrouve avec une méthode spécifique à chaque bouton. Donc ça permet à la fois d'allier maintenabilité, d'accord, tout en garantissant que néanmoins on n'explose pas les codes et qu'on n'ait pas de difficulté d'accéder à tous mes états. Là, l'état porté par la classe parente, la classe, alors pas parente parce que parente ça fait référence à l'héritage, mais la classe outer en tout cas, j'y ai accès sans trop de difficulté. Je peux mettre ces préfixes, maintenant ils sont facultatifs parce qu'il n'y a pas de conflit de nom, donc je peux directement invoquer mes méthodes ou accéder à mes attributs. Dans le cas où il y aurait une ambiguïté, voici les syntaxes permettant de lever cette ambiguïté. Très bien. Du coup, j'ai encore une nouvelle façon pour implémenter mon interface à vous proposer. Je ferme exemple 3, je reprends exemple 0, je le recopie, ça me propose un exemple 4. Alors, on vient de voir il y a quelques secondes la notion de classe interne. Je vais continuer à travailler avec cette notion de classe interne. D'accord? Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est la notion plus précisément de classe anonyme, en sachant qu'une classe anonyme est une classe interne. Alors, la classe anonyme, c'est un peu compact. Regardez, là, je fais un set action, non, un add, excusez-moi, action listener. Voilà. Et là, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est un new action listener. Mais on est bien d'accord, hein, rappelez-vous, action listener, c'est une interface. Dit autrement, c'est un type abstrait. Et je vous rappelle, hein, on a vu ça dans le tuto précédent, les types abstraits, on ne peut pas les instancier. Faire un new sur un type qui n'est pas finalisé, c'est pas possible. Donc du coup, là, il refuse l'instanciation de mon action listener. Ce qui est normal, hein, de toute façon, elle n'est pas codée. Donc s'il m'avait permis d'avoir cette instance-là, qu'est-ce qui se serait passé quand j'aurais cliqué sur le bouton, hein? Il aurait exécuté un code inexistant. Donc je ne sais pas trop ce que ça aurait donné. Alors oui, là en vérité l'erreur affichée, ça en est une autre, mais ça va être réglé dans quelques instants. Là l'erreur qui m'affiche, c'est qu'il n'y a pas l'import. Au pire, je mets mon import, voilà, cette fois-ci l'import il est... il n'est pas encore fait, alors je vais le taper à la main. Je ne veux pas le taper avec l'atelier parce que vous allez voir, il me fait quelque chose, donc c'est pour ça que je préfère le faire à la main. Voilà, mais si je mets mon java.awt.event.actionListener, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Et donc, notez que j'ai toujours une erreur. Et cette fois-ci, voilà, là, c'est le bon message d'erreur. Je ne peux pas instancier un type abstrait. Ce n'est pas possible. Alors, ok, mais alors, qu'est-ce que je fais? Regardez, j'efface tout ça. On va la voir dans quelques secondes. Mais c'est pour vous faire voir que l'atelier connaît le concept que je vais vous montrer. Là, je tape juste new. D'accord? On est d'accord. Là, je fais CTRL, SHIFT, espace. Il veut quoi? Il veut quelque chose qui est de type action listener. Là, je me mets ici, et là, je refais CTRL espace, pas CTRL SHIFT, hein, CTRL SHIFT espace, c'est avoir les paramètres. CTRL espace, c'est proposer de générer du code. Et là, il me propose quoi? Il me propose ce fameux concept de classe anonyme. Je lui fais confiance, je le génère. Et donc, voici ce qu'il m'a produit.
C'est ça que je voulais éviter tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais fait l'import manuellement. C'est-à-dire qu'il me fait bien un action listener, sauf qu'on vient de dire ça, c'est pas possible. Alors pourquoi là il le permet? Parce que là, il y a accolade ouvrante, accolade fermante. Ça, c'est une forme ultra compacte pour dire implements l'interface qui est là. Et je produis une classe, d'accord? Ça, c'est implements, cette classe-là, mais du coup, le nouveau type que je viens de produire, là, j'ai produit un nouveau type. Quel est son nom? Il n'y en a pas. D'où le fait qu'on appelle ça une classe anonyme. Une classe sans nom. Pourquoi c'est une classe sans nom? Parce que cette classe, en vérité, elle me sert que pour un coup. C'est une classe jetable, elle me sert juste à faire ce petit new. Une fois que j'ai fait le new, c'est terminé. Donc comme le new, il est directement sur la construction, il me l'autorise. Donc je fais un new sur cette classe qui n'a pas de nom et qui est dérivée de action listener. La dérivation a lieu là. Le type de base que je dérive, que j'implémente pour être plus précis, c'est action listener. Du coup, action listener étant un type abstrait, bien entendu, je me dois de fournir la méthode manquante. La méthode qu'il nous faut, c'est action performed. Bon, maintenant, je reprends la règle de tout à l'heure. Une classe anonyme, c'est une inner class. Donc, elle a combien de this? Elle en a 2. Si je fais this point, je vois les membres du listener. Si je fais example for.this point, là, je vois les membres de la classe portante. Donc ici, je peux faire en sorte, quand je clique sur ClickMe, d'avoir un impact. Pourquoi pas un changement de couleur. Allez, je change un peu mes inspirations. Tout à l'heure, le bouton était rouge. Maintenant, il passe vert. Et j'insiste, là, c'était pour bien vous rappeler la syntaxe qu'on avait vue il y a quelques minutes. Mais comme il n'y a pas d'ambiguïté, comme seule la fenêtre possède une méthode setForeground, en vérité, dans l'absolu, je ne suis pas obligé de le marquer. Il va le résoudre automatiquement, il va comprendre que cet attribut-là, oui, non, ce n'est pas la méthode, excusez-moi, c'est l'attribut. Comme l'attribut est porté par la classe portante, du coup, c'est sur ça qu'il va devoir aller le chercher. Regardez, je teste. Et bien, du coup, ça marche. Parfait. Alors, cette méthode est peut-être un petit peu plus compacte. C'est certainement ce qui explique que beaucoup de gens l'aient apprécié, cette méthode-là. Et donc, vous risquez sur Internet, si vous recherchez des exemples de code Swing, vous risquez de très fortement retrouver les gestionnaires d'événements implémentés avec cette technique-là. Le petit reproche qu'on peut lui faire, c'est que là, on est déjà dans une méthode. On est dans le constructeur de ma classe. En plein milieu d'une méthode, je rajoute une nouvelle méthode, à savoir public void action performed. Il ne faudrait pas que j'en mette trop, parce que du coup, ce constructeur va devenir immense. Pour autant, c'est fréquemment utilisé. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, la solution 3, elle allie un petit peu tous les aspects positifs des techniques que je vous ai montrées, donc c'est peut-être une bonne solution. Dans les faits, c'est la technique 4 qui sera la plus souvent mise en œuvre. Bon. Ça, en tout cas, c'était vrai jusqu'à Java 7 inclus. Par contre, il faut savoir que depuis Java 8, vous avez encore des nouveautés et vous avez encore d'autres techniques pour implémenter des interfaces. Alors, je ne vais pas les voir dans ce tuto. En vérité, je vais les voir dans le tuto suivant. Mais c'est la notion de lambda fonction. Donc, on verra ça la prochaine fois, mais on verra, ça nous permet encore une fois de pouvoir implémenter des interfaces. Par contre, à condition d'exécuter votre programme avec une version Java 8 minimum, bien entendu. Bon, voilà qui clôt ce premier tuto sur mes implémentations d'interface. J'espère que les choses sont à peu près claires. Ici, nous avons utilisé des interfaces en lien avec la gestion d'événements. C'était un support, entre guillemets, pour présenter le concept. J'aurais pu le faire dans d'autres situations. Dans tous les cas, j'espère que tout ça, c'est bien clair. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur l'héritage, les méthodes abstraites, les classes abstraites et tous les sujets qu'on avait précédemment étudiés, vous pouvez les retrouver au niveau de notre site web. Donc notre site web, c'est cours.fr. Vous allez dans la section Java. Vous allez directement ici. Là, vous avez tous les tutos au format vidéo. D'accord ? Et donc ici, vous retrouverez
tous les tutos précédents. Donc si vous avez le moindre doute sur un élément vu précédemment, je vous renvoie vers les tutos pour de plus amples informations. À partir de là, si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à le repartager, hein, ça m'aide beaucoup. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et puis de vous dire à très vite pour le prochain tuto sur les lambdas. À bientôt!